Un troupeau de moutons en plein centre-ville, l'image est insolite mais le symbole est fort du côté des paysans. Ils protestent contre une nouvelle loi les obligeant à installer une puce électronique sur toutes leurs bêtes. Le fait de s'opposer aux puces électroniques, c'est s'opposer à une orientation de l'agriculture que nous refusons. Une agriculture de plus en plus industrielle, qui nie de plus en plus les hommes et les femmes qui font cette agriculture. Parti du transborder en fin de matinée, ce drôle de convoi a rassemblé environ 150 éleveurs, accompagnés d'une centaine de bêtes, qu'il a fallu guider tant bien que mal. Ça se passe pas trop mal, oui. Un peu de stress dès qu'il y a des voitures, mais ça va. Autour des moutons, deux petits éleveurs arrivés de toute la région. Pour eux, cette histoire de puce est une aberration, d'autant plus que les bêtes sont déjà bouclées sur les deux oreilles. On est confronté à des gens qui ne vivent pas dans le même monde que nous, je crois. Qui toutes les années nous imposent des contraintes. Et là, c'est l'électronique sur les animaux. On n'en a pas besoin. Je crois qu'une brebis ou une chèvre, ça doit faire baie, ça ne doit pas faire bip. Quand on a un troupeau qui fait même pas 50 ou 60 bêtes, on les connaît nos bêtes, donc on sait d'où elles viennent, on sait où elles vont. La traçabilité est liée, quoi. En fin de matinée, la Confédération paysanne a pu remettre une pétition en préfecture réunissant 900 signatures d'éleveurs. Après la baisse en août due à un bug, le chômage repart à la hausse dans notre région. En septembre, il a augmenté de 0,1% par rapport à juillet, plus 0,2% à l'échelle du département du Rhône. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en Rhône-Alpes s'établit à 303 155. – 11h30 ce matin, les unités 1 et 2 de la centrale thermique EDF de Loire-sur-Rhône s'effondrent. En avril dernier, déjà 2 autres bâtiments avaient été démolis. 8 ans après la fin de son exploitation, c'est une page de l'histoire de la centrale qui se tourne. Les réglementations environnementales évoluant, nous ne pouvions plus investir de façon intéressante. Enfin, les investissements n'étaient pas assez suffisants pour nous en termes de rendement pour pouvoir modifier ces installations et les dépolluer. L'opération s'est déroulée sous les yeux d'ouvriers et d'anciens salariés de la centrale. Pour l'occasion, un important dispositif de sécurité a été mis en place sur un rayon de 300 mètres autour du site. Et les seules personnes aujourd'hui qui sont dans ce rayon de 300 mètres, c'est les artificiers à leur poste de tir qui sont protégés de tout basculement et qui, eux, peuvent être dans ce périmètre. Autrement, tout le monde a été évacué. On avait des routes, des autoroutes, la voie aérienne et la voie fluviale qui étaient impactées, donc des mesures de précaution et de prévention qui ont été mises en place avec les CRS, la police, la gendarmerie, le SDIS. Plus de 20 000 tonnes de ferraille seront déblayées d'ici à l'année prochaine, dont une grande majorité sera recyclée. Quant à l'avenir du site, EDF assure sans donner plus de précision qu'il conservera sa vocation industrielle. C'est vraiment un honneur d'avoir comme ça un chef d'État qui vient sur nos aménagements, qui s'intéresse. En plus, on était ravis parce qu'il a posé plein de questions. Le président de la République du Laos, Choumali Sayason, en visite à Pierre-Bénite ce matin pour découvrir la centrale hydroélectrique sur le Rhône. Car dans son pays, on construit actuellement un barrage sur le Mékong en partenariat avec la CNR. La CNR accompagne le Laos dans une prestation de conseil sur le fleuve Mékong et en particulier sur l'aménagement de barrages hydroélectriques un peu similaires à celui de Pierre-Bénite. Donc il est venu se rendre compte sur place de ce que la CNR était capable de faire. C'est ce qu'on appelle un radar mobile. Le radar de feu installé à Caluire-Montée-des-Forts va être démonté et déplacé dans le 8e arrondissement, au niveau de la rue de l'Épargne, où il sera, dit-on, plus utile pour sécuriser le carrefour avec le tramway T4. Ce déménagement est prévu d'ici la fin de l'année. Elle est là, la première victoire de la saison pour l'Asvel. 48 heures après leur défaite face à Orléans, la 4e en autant de rencontres. Les Verts ont battu hier soir les Slovènes de Ljubljana pour leur 2e match d'Eurocup, 64-56. Ce n'est peut-être pas la plus belle, mais elle fait le plus grand bien. Il y a des choses qui sont très bien et puis il y a des très très mauvaises choses. Donc il faut qu'on gomme ça vite et je trouve qu'on gomme pas vite. C'est pour ça qu'il y a un petit sentiment d'insatisfaction, mais je ne vais pas faire le, comment on dit, le bégueule et je vais
voilà, me contenter de cette belle victoire. Sur le plan purement comptable, ce succès face à l'un des deux épouvantails du groupe C avec Valence a aussi son importance puisque l'Asvel est aujourd'hui 3e de son groupe. Un groupe de 6 équipes dont seules les 3 premières accèdent au tour suivant. Mais hier soir, c'était franchement le cadet des soucis villeurbanais. Avant de parler de Coupe d'Europe, c'est une victoire. C'est une victoire Perbar qui va faire du bien. On va essayer d'en engranger un peu plus qu'une. Il y a des déplacements difficiles à Nanterre. Mais pour l'instant, on prend la victoire. Déjà, ça c'est acquis. Et puis le reste, on verra après. Pas de surexcitation donc, car dimanche à 19h, c'est sur le parquet du leader invaincu de Pro A et champion de France en titre Nanterre que se déplacera l'Asvel. Un déplacement compliqué, mais avec tellement moins de pression. Les riches se rebellent. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont annoncé leur intention de faire grève le week-end du 30 novembre pour protester contre la future taxe à 75%. Conséquence, le match PSG-Lyon devrait être reporté, à moins que la rencontre entre les patrons du foot français et François Hollande, prévue la semaine prochaine, aboutisse à un accord. La dernière grève du foot remonte à 1972.